Emmanuel Todd est notre invité ce matin. Emmanuel Todd, alors je vais résumer un peu tout ce que j'ai lu de vos dernières déclarations. Vous dites les plus riches, l'oligarchie, cette oligarchie, ce petit nombre de gens, les plus riches ont vu leurs revenus augmenter ces derniers mois et ces dernières années. Vous dites ils ont bénéficié d'une baisse de leurs impôts. C'est ce qui les met en situation de prêter aux États. Voilà. Ils prêtent, ce sont les prêteurs, et finalement ce sont les prêteurs qui sont à l'origine de la dette, si je comprends bien. Oui. Ils ont incité les États à s'endetter. Oui, bien sûr. Et donc on est dans une sorte de machine folle. Mais bien entendu, une société ne peut pas fonctionner correctement, quel que soit son système monétaire d'ailleurs, si de plus en plus d'argent va aux plus riches. Il y a un moment donné où la machine se détraque, parce que c'est le gros de la population qui consomme, qui travaille, et on ne peut pas rester dans une structure sociale où les 1% supérieurs accumulent des signes monétaires trop importants. C'est ça qu'il y a derrière toutes ces crises. Hein. Alors il y a un point sur lequel vous insistez aussi, vous dites on prend l'Allemagne beaucoup trop au sérieux. C'est-à-dire c'est-à-dire que l'Allemagne a fait une politique d'adaptation très égoïste à la globalisation. C'est-à-dire qu'ils ont délocalisé une partie de leur production dans les pays hors zone euro à très bas taux de salaire, en Europe de l'Est. Ils ont pratiqué une politique de compression salariale en interne en utilisant, je dirais, les facultés de discipline de la population allemande. Je suis anthropologue, les Allemands ont une capacité de discipline qui échappe tout à fait aux citoyens français. Et ils utilisent la zone euro comme zone d'exportation privilégiée dans lequel les Français, les Italiens, les Espagnols ne peuvent plus se protéger par la dévaluation. La façon française de faire baisser le coût du travail, c'était, je dirais, la dévaluation. Donc l'Allemagne accumule maintenant ses excédents commerciaux les plus importants dans la zone euro. Et ça, c'est le non-dit de la situation actuelle. Les gens parlent de la dette des États. Mais la dette des États, tant que c'est une dette interne d'une population à l'intérieur d'elle-même, ça n'est pas très grave vis-à-vis du monde extérieur. Ce qui est vraiment grave et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on n'en parle même plus. C'est la réalité de la dette externe qui est produite par le déficit commercial. Et la réalité, c'est que la politique économique allemande nous met en situation d'avoir un déficit commercial important. C'est ça qui fabrique la dette. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter la question de l'euro sans traiter la question de la politique allemande en Europe. Alors, vous dites au début, Nicolas Sarkozy avait une position assez anti-allemande. Hein. C'est vrai qu'en 2007, avant, et puis il a évolué là. Oui. Il aurait changé. Je crois que c'est pas tellement qu'il a évolué, c'est qu'il est un peu comme une girouette. Moi, je considère que Sarkozy n'est plus vraiment au pouvoir en fait sur les questions économiques. Ah bon? Oui, je pense que c'est Juppé-Fillon. Maintenant, j'en fais un seul mot, j'ai Juppé-Fillon qui est au pouvoir parce que ça, c'est la vieille droite française, germanophile, germanolâtre, obsédée par la question de la rigueur. Et d'une certaine manière, j'ai été très intéressé. Il s'est passé quelque chose de très étonnant la semaine dernière. Il y a eu les premières critiques contre l'Allemagne qui sont sorties. Je veux dire, c'est l'émergence de la réalité. Et puis, on a vu diverses forces monter au front pour défendre, non pas le peuple français, mais pour défendre l'Allemagne. Et j'ai vu Juppé et Fillon sont vraiment sortis du bois en germanolâtre conséquent. Le journal Le Monde aussi a fait un éditorial complètement inepte. Là, c'est l'un des cœurs de la pensée unique, c'est ce caractère indiscutable de l'Allemagne dans le système qui renvoie des traditions. Et moi, je pense que c'est le débat qu'il faut laisser ouvert. C'est-à-dire on doit rentrer dans une phase de l'histoire où la guerre est loin derrière nous. Personne ne veut se faire la guerre, tout le monde est paisible, et si l'Allemagne se comporte mal en tant qu'acteur économique européen, ne se comporte pas conformément à ses responsabilités de première puissance économique du continent, je veux dire, les classes dirigeantes françaises devraient être capables de le dire, de lui faire face, je dirais, sur un mode viril mais correct, amical, en sortant de ce débat, de ces annonces terroristes du genre mais c'est affreux si on dit du mal des Allemands, si on les critique, c'est le retour à la guerre, la germophobie, c'est insupportable. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il faut annuler la dette du vieux monde, monde occidental? Non, mais de toute façon, elle sera annulée. Elle sera annulée puisque en fait la politique. On ne paie pas nos dettes. Non, mais la vérité, elle sera annulée. Donc je dis qu'il faut préparer le terrain. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut préparer. Il faut commencer à préparer la disparition de l'euro. Il faut préparer le défaut sur la dette. Mais tout ça aura lieu parce qu'il faut bien voir ce que sont les conséquences mécaniques des politiques de rigueur pour les économistes sérieux du monde. C'est-à-dire que, on comprime les dépenses de l'État dans une situation déjà d'insuffisance de la demande. Donc mécaniquement, la compression des dépenses de l'État, la lutte théorique contre la dette va aboutir à une récession qui va diminuer les revenus de l'État et qui aboutira à une augmentation de la dette et à une entrée en récession. Donc bien entendu, on est dans une machine folle, qui conduit
conduit le système à l'explosion. C'est pour ça que ça n'est pas intéressant de réfléchir sur ces accords de Bruxelles. Vous voyez, je comprends. Mais et les conséquences politiques? Les conséquences politiques. Parce que certains, Marine Le Pen nous dit il faut abandonner l'euro. Les conséquences politiques. On va avoir une élection présidentielle très bientôt. Oui. Je pense que les Français comprennent très bien. D'ailleurs, on voit dans les sondages d'opinion que leurs dirigeants, Sarkozy, Juppé, Fillon, maintenant je les mets tous les trois. On a une sorte de sainte trinité. Mais vous mettez Hollande dans le lot ou pas? Non, justement, parce que de fait, le Parti socialiste, d'abord, est un parti de gauche. Il a vocation à représenter la population ordinaire. Enfin, il a vocation, mais... Oui, mais il y a un phénomène de repolarisation du système politique qui se produit. Et donc, effectivement, dans la mesure où le régime Sarkozy est lié aux 1% les plus riches, aux banques, de fait, dans le contexte de remontée d'un sentiment égalitaire en France, le PS sera appelé à bien se tenir. Mais surtout, ce qui est en train de se passer actuellement, et là, on s'achemine vers un cataclysme électoral pour l'UMP et pour Sarkozy. Parce que les gens ont compris ou comprennent ou voient bien c'est pas tellement qu'ils ne sont pas dirigés, ils sont dirigés par des gens qui ne pensent qu'à les pressurer, qui les insultent en leur disant qu'ils ont trop consommé et qui passent leur temps à appliquer les décisions d'une puissance étrangère, l'Allemagne. Aucune classe dirigeante, aucun groupe dirigeant ne peut aller à une élection avec un soupçon, de non-défense ou même de trahison de l'intérêt national. C'est pour ça qu'il faut aussi, vous parliez du Parti socialiste et vraisemblablement, comme les gens sont raisonnables, ils mettront François Hollande au pouvoir, qui est un homme raisonnable et qui a appelé à une présidence normale. Ce dont la France a besoin, c'est d'une présidence normale, effectivement. Mais il faut aussi maintenant s'attendre à une poussée du Front National. Parce qu'il y a des électeurs de droite qui ne peuvent pas voter à gauche. Vous voyez, ça existe, le fait d'être de droite. Il y a aussi des électeurs de gauche qui votent Front National, hein. Dans les classes populaères, dans les classes... Oui, mais quelle que soit l'origine, la façon dont le corps électoral se comporte, on n'est pas dans un univers où les gens peuvent passer de gauche à droite comme ça. Il y a un électorat de droite. L'une, des composantes structurantes, nobles de l'électorat de droite, si on peut dire, dans la tradition gaulliste ou autre, c'était l'attachement à la nation. Et là, on a sous les yeux le spectacle d'un groupe dirigeant qui laisse tomber sa nation. C'est ça qui se joue à Bruxelles. Chaque fois qu'on nous annonce « Ah non, Nicolas Sarkozy n'a pas osé encore obtenir de l'Allemagne », c'est ça. Ce que les gens entendent, ou ce qu'ils doivent entendre, et nous allons y travailler, c'est qu'ils ne défendent pas leur peuple. Et dans un contexte comme ça, alors moi je pense que on devrait assister à un repassage à gauche de l'idée de nation dans le contexte actuel. Mais dans la phase transitoire, on s'achemine vers une sorte de naufrage de la droite, avec un Front National qui peut être très bas, très haut, on ne sait plus. Vous voyez, ce qu'il faut bien voir, c'est que la crise politique française et la crise européenne de l'euro, forment un système, une machine historique complexe qui peut donner un vent. La seule chose qui est sûre, c'est que ce qui a été discuté cette nuit, cet accord, ce traité et ces perspectives en mars, sont à un rythme tellement lent par rapport à ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça qui est stupéfiant. Merci Emmanuel Todt d'être venu nous voir ce matin. Merci. Je vous avais dit une voix différente. Eh bien, vous l'avez écouté. Il est 8h56.